Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous c'est quand? Maintenant! On a encore eu de la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Bienvenue dans les Mademoiselle Pitch On Air, le podcast qui explore la puissance de la communication au service des grandes causes. Je suis Magali Faget, fondatrice de l'agence Mademoiselle Pitch et également organisatrice du concours de publicité créatif et citoyen, les Mademoiselle Pitch Awards & Co. Dans chaque épisode, avec mes invités, nous vous ouvrirons les portes du monde complexe de la communication des ONG. Un domaine où l'art de raconter des histoires et mobiliser les gens fait toute la différence. Comment les histoires peuvent-elles changer le monde? Comment les campagnes influencent notre façon de penser et d'agir? Et comment les ONG peuvent créer un impact positif, durable, grâce à leurs messages? Alors, préparez-vous à être inspiré, à repenser votre approche de la communication et à vous engager davantage pour les grandes causes qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, je reçois une figure incontournable de l'univers de la publicité. Pour vous en dire un peu plus sur sa personnalité, c'est un homme qui respire la gentillesse, calme et d'une grande bienveillance. Côté pro, il a été animateur radio, DJ, il a fait des voix de publicité et il a même participé au montage de concerts de personnalités aux côtés de Gainsbourg, Lavilliers ou encore Jean-Jacques Goldman. Vous m'en direz tant. Il a plein de choses à nous raconter. C'est Stéphane Martin, le directeur général de l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, qu'on reçoit aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Mademoiselle Pitch On Air. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Bonjour Stéphane, je propose qu'on fasse un petit peu plus connaissance. Le portrait que je viens de faire de toi va en surprendre plus d'un. Pourtant, tout est vrai, non ? Bonjour d'abord Magali. Alors c'est vrai, donc je suis flatté finalement de ce retour en arrière et notamment de mes années de radio et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement cet exercice. Alors dis-moi, Gainsbourg, Lavilliers, Jean-Jacques Goldman, je vais faire un peu ma groupie, mais je voudrais que tu nous racontes une exclue sur ces trois chanteurs lors de tes soirées jusqu'au bout de la nuit avec eux, ou je dirais même jusqu'au petit matin. Alors c'était les débuts des radios, donc les radios libres, et les radios libres organisaient des concerts. Alors c'était une radio qui s'appelait, à l'époque, elle n'existe plus, RVS, donc à Rouen notamment. Et les chanteurs de l'époque, plus ou moins débutants, même si Gainsbourg était déjà bien établi, mais les maisons de disques cherchaient aussi, et grâce aux radios, des nouvelles expositions pour leurs artistes. Il n'y avait pas tant d'offres de radio à l'époque, il faut le rappeler. Donc ça a été ce boom qui a permis que ces artistes se déplacent. Et donc on organisait évidemment un événement pour nos publics, les audiences. Et puis après, comme toujours, il y a les restaurants, il y a les soirées. Et puis ça peut continuer jusqu'à évidemment aller boire un verre dans les suites. Et après, ça reste évidemment confidentiel. En parlant musique, on retrouve quoi dans ta playlist aujourd'hui ? On retrouve alors soit évidemment ceux des débuts, donc moi je suis toujours un fan d'Étienne Dao, et particulièrement son dernier album, mais je vais être fan aussi parce que c'est une artiste exceptionnelle comme Taylor Swift, et puis parce que j'ai une accroche particulière avec la Thaïlande, j'écoute notamment un jeune artiste là, qui a fait The Voice Thaïlande, comme dans tous les pays du monde, alors qui s'appelle Joey Puwasit, pour ceux qui chercheront, qui mélange cette pop thaï avec aussi ses origines de la région Isan, qui est la grande région risicole de la Thaïlande, qui est la région la moins touristique, mais qui a vraiment une vraie culture et notamment une culture musicale. Donc c'est dans la playlist et on voit bien que la T-pop, qui évidemment concurrence beaucoup moins encore la K-pop, se développe. On l'a vu dans le concert des Pièges jaunes, les jeunes publics sont évidemment beaucoup plus tournés finalement vers ces musiques asiatiques qui sont différentes, très, très riches, même si évidemment on ne comprend peut-être pas les paroles, mais c'est pas bien grave. Alors, il n'y a pas de rock dans ta playlist ? Je suis un peu surpris, je pensais que tu allais me citer au moins une chanson rock.
Pas forcément. Moi, je suis plutôt d'origine plutôt un disco boy. Hein. C'est plutôt Village People. Donc oui, je suis plutôt très disco dans ma jeunesse et je vais maintenant écouter plutôt de la musique électronique. Alors, pas techno-hard bien sûr, mais plutôt ce qu'on dirait maintenant lounge. Non, je suis, bien sûr, ça ne me gêne pas d'écouter, loin s'en faut, et même d'aller voir des concerts rock, mais non, c'est pas moi, je suis né avec le disco. En dehors de ton métier, quelles sont tes passions en fait, Stéphane ? Alors, j'ai cette chance finalement de pouvoir sortir, voyager. Il y a la chance d'être à Paris quand même, c'est aussi d'avoir cette offre culturelle. Moi, j'aime beaucoup le théâtre ou les stand-up par exemple. Et donc, c'est ça mes loisirs réguliers. Et après, le travail ne laisse pas tant de temps que ça finalement, mais parce que j'essaie de m'impliquer bien sûr pour la RPP, mais et je peux faire aussi d'autres choses. Donc, un agenda très occupé, mais qui me va très bien. Après un parcours professionnel tel que le tien, notamment avec des débuts en radio, comment est-ce qu'on se retrouve directeur général de la RPP ? On s'y retrouve parce qu'après la radio, je me suis occupé notamment dans l'affichage. Alors pourquoi le lien entre radio et affichage ? C'est parce que Avenir, qui appartenait encore au groupe Havas, avait monté une filiale qui s'appelait Modulation, qui était la régie publicitaire des radios locales. Et donc je suis rentré, on va dire, comme stagiaire. Et puis ensuite, le pont s'est fait pour être directeur marketing et de la qualité, notamment chez Avenir, donc cette fois-ci pour la communication extérieure. Et puis, le président d'Avenir est devenu le directeur général de France Télévisions Publicité, Philippe Santini. Et quand les régies publicitaires ont souhaité faire finalement un syndicat professionnel des régies publicitaires télé, il a bien voulu me mettre dans une liste de sélection. J'ai été retenu. Je suis devenu donc le directeur délégué du syndicat national de la publicité télévisée. Et à ce titre-là, j'ai siégé au BVP, Bureau de vérification de la publicité, qui deviendra donc l'ARPP. Et quand mon prédécesseur a pris sa retraite, des administrateurs du BVP ont pensé à moi. Et donc, depuis 14 ans, bientôt, je suis le directeur général donc, de l'ARPP. Et donc, 25 ans d'autorégulation de la publicité, alors soit du côté conseil d'administration ou maintenant animateur de ce même conseil d'administration. Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. La question sérieuse. Pour la deuxième partie de ce podcast, je te propose qu'on reprenne notre sérieux. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de la RPP ? Je crois que vous êtes plus sur l'éthique que sur la censure. Alors, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, depuis bientôt 90 ans, a un rôle que la profession a voulu. Alors quand on dit profession, c'est les marques, les annonceurs, les agences, les médias. Alors évidemment, originellement, c'était beaucoup plus la presse, mais tous les médias et toutes les plateformes actuelles ont souhaité avoir un organisme d'autorégulation, c'est son terme, professionnel, concerté avec la société civile. Ça fait beaucoup de termes, mais ils ont tous un sens. Alors professionnel parce qu'évidemment, nous ne sommes constitués que par les acteurs de la profession. Bien sûr, on ne s'occupe que du contenu de la publicité, et c'est là où parfois on peut nous faire passer pour des censeurs, mais en expliquant ce que l'on fera, on est plutôt des conseilleurs, voire des préventeurs, mais parfois il faut évidemment intervenir quand une publicité est diffusée, et puis concerter avec la société civile parce que les règles que la profession va s'imposer, on a un code composé à date de 31 règles, ce code, il est d'abord discuté avec la société civile qui elle-même et partie prenante, y compris du conseil d'administration, puisque les trois familles dont j'ai parlé, annonceurs, agences, médias, plus les représentants de la société civile, sont membres du conseil d'administration qui est lui-même présidé par une haute personnalité indépendante. Et alors la différence avec l'ARCOM ? Alors l'ARCOM est une autorité publique cette fois-ci, donc qui suit ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été ou Adopi ensuite, puisque c'est cette fusion. L'ARCOM a été créé
par la loi et se doit de toute manière de rendre compte finalement aux législateurs. Nous-mêmes, nous pouvons être cités dans des lois, dans des décrets, mais nous restons bien sûr une constitution privée, d'ailleurs sans aucun financement public, ce qui n'est évidemment pas le cas de l'Arcom. Donc il y a plusieurs autorités administratives avec qui nous avons des liens très proches, avec l'Arcom bien sûr depuis une trentaine d'années, mais nous avons aussi des liens avec d'autres autorités comme l'autorité des marchés financiers, qui est aussi une autorité administrative, l'autorité nationale des jeux, qui est aussi une autorité administrative pour la publicité notamment des jeux d'argent, avec qui nous avons finalement tous des conventions de partenariat, mais chacun dans son domaine de compétences. Alors, les créatives ont toujours tendance à être un peu border, à pousser les limites. Vous jouez souvent au chat et à la souris avec les créatifs ou pas du tout? On attend justement que les lignes soient évidemment tutoyées. C'est ça l'exercice de la créativité. C'est l'objet même de la communication commerciale dans tous ses sens et dans tous ses formats. Non, justement, la profession sait très bien qu'il vaut mieux prévenir et donc vaut mieux s'assurer, et surtout, c'est souvent économiquement plus raisonnable, de ne pas partir sur des pistes qui, pour des raisons réglementaires, législatives, et ou aussi tout simplement parce que la profession se l'est imposée, de ne pas aller vers une fausse route ou d'arrondir quelques angles. Qu'est-ce qui est à proscrire aujourd'hui? Un peu les grandes règles, c'est le respect de la dignité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à proscrire quand on fait une pub? Parce qu'on est sûr qu'elle va être censurée. Il y a peu d'interdictions dans l'absolu. Bien sûr, il y a celles qu'on reconnaît sur certains secteurs, mais il faut surtout, et c'est du bon sens, dire qu'il y a certaines règles qui deviennent de plus en plus sensibles. Alors historiquement, quand même, sur l'image de la femme, c'est pour ça qu'il y a très très peu de cas maintenant, il y avait quand même eu une utilisation de ce qu'on peut appeler la femme objet, ou grosso modo d'un sexisme qui est largement combattu, et je pense que tous les créatifs se disent que ils ont largement épuisé et c'est normal, et heureusement qu'il y a aussi plus peut-être de créatives, de dames, et je pense que ça crée un équilibre là-dessus. Maintenant, les sujets vont porter bien sûr sur ces limites planétaires finalement, donc sur les communications avec des arguments écologiques, et là évidemment à proscrire ce qu'on appelle greenwashing, mais surtout bien doser, bien proportionner, bien relativiser, ce qui est une réalité des entreprises qui sont déjà dans la transition, qui font des choses, qui changent leurs modèles économiques, mais le dire de manière équilibrée, de manière proportionnée. Et vous regardez à peu près combien de créations publicitaires par an à la RPP ? Alors, entre celles que l'on voit avant diffusion, donc grosso modo entre tous les avis pour la publicité télé, 26 550 l'année dernière, les 26 000 messages à tous médias, ça c'est avant diffusion. Mais on en voit aussi beaucoup après diffusion, dans le cadre de bilan, d'application, parce qu'une fois que la profession s'est fixé une règle, il faut parfois évidemment regarder et avoir quelques actions curatives si nécessaire. Et plus tous les outils qu'on a mis en place et développés d'intelligence artificielle qui nous permettent sur la publicité numérique sans pouvoir tout voir, mais d'en voir une large partie, en fait on est plutôt de l'ordre d'au moins 150 000 messages que l'on voit, que l'on analyse soit avant ou à la diffusion. Ah, c'est impressionnant quand même. Vous recommandez beaucoup de modifications chaque année ? Alors quand on vient nous voir, c'est justement parce que la personne, le client, quel qu'il soit, le demandeur, sent qu'il y a peut-être quelque chose à corriger, à amender. Et donc en publicité, quand c'est à tout stade de la création sur les conseils, et c'est une excellente chose, on va être sur des taux de 80%, 75-80% de demandes de modification, ce qui est normal. Et quand on va être sur les films publicitaires normalement prêts à diffuser, malgré tout, on va demander 12 à 13% selon les années de modifications, et la publicité audiovisuelle sera resoumise parce que la profession s'impose d'avoir un avis favorable de l'ARP, tout en laissant bien sûr aux diffuseurs leur liberté éditoriale, qu'ils assument de toute manière ultimement devant l'Arcom par exemple. Alors quand on voit autant de pubs chaque année, il faut aimer la pub, non ? Et la création publicitaire pour faire ce métier. J'ai fait sub de pub comme formation initiale, j'y suis toujours, donc je reste un passionné évidemment de la publicité. Et nos juristes, puisque évidemment l'ARP est essentiellement constitué de juristes, spécialistes, droit de la consommation, droit de la communication, c'est une des clés évidemment du recrutement.
Quand tu es dans notre jury, tu as une autre posture, hein. Tu regardes des créas. Est-ce que justement, tu essayes de changer un peu ton regard et te dire j'essaye de regarder ce qui m'impacte, ou tu restes toujours dans ton rôle de l'ARP? À l'ARP, finalement, je suis quasiment l'un des rares non-juristes de formation initiale. Je le suis devenu à force. Mais non, je regarde les deux. Il y a une déformation professionnelle qui est là, mais en gardant toujours cet espace de créativité, cet espace de liberté, a fortiori quand ce sont des grandes causes, qui souvent n'ont pas les mêmes moyens budgétaires, et donc il faut leur laisser cet espace qui soit en cohérence avec aussi la mission, leur mission, qu'on peut appeler raison d'être maintenant. Mais je me dois toujours parfois de rappeler qu'on ne peut pas non plus tout dire, tout faire, même quand c'est une grande cause. Je me rappelle qu'une année, pour une édition Croix-Rouge, on a primé une campagne qui s'appelait Lâche-Con. Et on t'a tous regardé parce qu'on s'est dit ça passera jamais. Et toi, tu étais très détendu et tu nous as dit non, ça me va très bien. C'était lâche confiant, lâche consciencieux, lâche concerné, mais on voyait dans l'accroche lâche con et on était sûr que tu allais nous censurer. Non, parce que justement, l'éthique publicitaire, c'est pas de la morale non plus. On n'est pas là sur une affaire de bon goût. Certains diront c'est un gros mot, quelle horreur. Non, justement, la publicité doit rester efficace, doit rester impactante, doit s'engager, a fortiori. D'où cette campagne qui a très bien fonctionné, qui est une de mes préférées, parmi évidemment les prix Moselle Pitch Awards. Mais justement, il faut se prémunir, arrêter de se dire que va penser l'ARP. Voilà, donc laissez-nous penser et on discutera et vous nous convaincrez probablement peut-être de certaines choses et on vous expliquera pourquoi sur certains points on est obligé de maintenir cette doctrine. Est-ce qu'il y a des campagnes grandes causes qui t'ont marqué ? Alors, bien sûr, il y a celle de Moselle Pitch Awards. Il y a celle aussi du dernier Grand Prix, alors du prix de la communication citoyenne, qui est ce prix que le Fonds de dotation de l'ARP, plus particulièrement, a repris à la ACC avec leur accord, bien sûr, et ils font partie prenante. Le primé de cette année, c'est Vision du Monde, donc cette association, avec cette campagne finalement d'écran noir et qui est parfaite pour un podcast, puisqu'on n'est que sur le son. Je pense que là, le jury, dont on ne fait pas partie, puisque nous sommes les organisateurs, mais les parlementaires et les professionnels qui ont fait partie de ce jury ont parfaitement identifié ce qu'est une belle campagne, de belle campagne de grande cause, impactante. Donc voilà, je suis un grand soutien des awards, bien sûr, de Moselle Pitch, parce que je trouve que les campagnes qui sont conçues, il faut le rappeler, bien des étudiants ou des jeunes freelances sont déjà exceptionnels en qualité. Je pense que tous les jurys le disent et surtout les présidents merveilleux que tu recrutes pour ce jury le disent. On est quand même tous impressionnés. Je suis souvent dans des jurys d'école aussi. Je trouve que grâce aux outils aussi informatiques qui sont nouveaux, beaucoup plus accessibles maintenant, il y a de la créativité. Et donc finalement, je suis très optimiste pour le futur des campagnes, qu'elles soient grandes causes ou pas. On salue d'ailleurs Nicolas Bordas, vice-président de TBWA Worldwide, qui est notre président de jury cette année pour une édition consacrée à Aide. Justement, il y a la pub pour parler des grandes causes, mais il y a aussi les événements. Est-ce qu'il y a un événement particulier on a tous en tête la capote qui a recouvert l'Obélix, mais il y a eu aussi à son époque des concerts. Tu parlais de Jean-Jacques Goldman, il a quand même créé Les Enfoirés avec Véronique Colucci. Est-ce qu'il y a des événements musicaux ou autres pour défendre les causes qui te reviennent en tête ou qui t'ont marqué ? L'événement moi, que je conserve, c'est Solidays. Solidays a plus de 25 ans. J'ai eu la chance d'être aussi dès le début. On a pu aider, quand j'étais au syndicat de la publicité télévisée, d'allouer des espaces gracieux. Et on se souvient peut-être pas que c'était Agathe Bousquet qui était à la communication à l'époque et qui sollicitait finalement des espaces pour les premières campagnes. Luc Baruet est toujours là et je trouve que l'événement auquel j'essaie d'assister chaque année a une immense dimension mais a conservé du sens. Certes, c'est 3 jours merveilleux de concerts, il y a une foultitude de jeunes gens et de moins jeunes gens, mais je trouve que l'origine du concert, donc de soutien, plus quand même il y a 25 ans, il y avait moins de traitements, on sortait d'une décennie où malheureusement autour de nous, pour notre génération, on a pu connaître des gens mourir du sida.
même si ça continue toujours. Voilà, cet événement-là, je pense, est marquant. Déjà parce qu'il est pérenne, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut se souvenir de Éthiopie, etc. Mais ça n'a pas été pérenne. Celui-ci demeure et avec le même esprit de bienveillance, ça a été dit tout à l'heure aussi. Mais parce que c'est aussi la personnalité de Luc Berruet, d'Antoine Decaune, son parrain d'honneur, de conserver cette bienveillance. Donc on le voit bien dans l'animation qu'ils font des bénévoles. Il y a aussi cette même bienveillance pour une cause qui, malheureusement, on le voit bien, n'est toujours pas encore guérie. En tout cas, on n'a pas les traitements, alors qu'on peut trouver plein de traitements, mais même s'il y a eu de réelles avancées sur les 25 dernières années. Mais l'espoir est là, je crois, puisqu'on est proche et pas si loin de trouver un vaccin. Il suffit juste de recruter plus de militants pour faire de la prévention et du dépistage. Et le vaccin sera là. Et on éradiquera, j'espère, qu'on connaîtra, toi et moi, la fin et la mort du sida. On l'espère tous, tout à fait. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Coucou. Au revoir, président. Le mot de la fin. Alors mon cher Stéphane, on arrive dans la dernière partie de cette émission. J'en ai fini avec mes questions sérieuses. Avant de te laisser partir, je te propose de terminer par un acrostiche. Et pour toi, j'ai choisi le mot « Thaï ». Donc on commence par la lettre T. T comme Thaïlande. Pourquoi ce pays était-il si cher ? Par amour. Oh, ça c'est la plus belle des raisons. H comme héros. Quels sont tes héros dans la vie ? Les chercheurs en santé. A comme art. Quelle discipline artistique te touche le plus ? Le spectacle vivant, toutes ses formes. Je trouve que cette mise en danger finalement, mais cette confrontation avec les réactions du public en direct, ça reste le plus beau, c'est le plus ancien, mais ça reste le plus beau. Alors que ça peut être du théâtre, de l'opéra, de l'acrobatie, etc. Mais le spectacle vivant en général. I comme intelligence artificielle. Quels sont les défis de la RPP face à l'intelligence artificielle ? Il y en a plein, mais il y en a un qui est immuable, c'est que finalement, c'est pas parce que c'est de l'IA que les grands principes éthiques ne doivent pas s'appliquer. Parce qu'il doit toujours y avoir un contrôle humain, un contrôle déjà sur les prompts, finalement, les consignes dans la programmation, puis un contrôle avant diffusion. Eh bien, cet épisode touche à sa fin. Je te remercie, Stéphane Martin, et j'invite tous les auditeurs à écouter les prochains épisodes de nos invités, futurs invités du podcast Mademoiselle Pitch on Air, qui s'écoute sur toutes les plateformes. Voilà, je t'ai libéré. Mais alors, parfait, merci.